Je voulais vous présenter un certain nombre d'actualités et un bilan des actions menées sur ces 2 dernières années. Alors, c'est quoi la filière? C'est une équipe qui coordonne, évidemment en dehors de moi-même. Vous connaissez tous Julie Cato, qui est chef de projet. Colline Opar, qui est chargé des missions de communication. Et puis, on a eu la chance de pouvoir recruter Andrea Daniel Erazo, qui est MD-PhD, que j'ai coordonné sa thèse d'université et qui s'occupe de tous les aspects, on va dire, de recherche clinique, peut-être un peu plus centré sur l'épidémio. La filière, ça comprend un comité de gouvernance, et vous voyez qu'on a essayé d'être le plus démocratique possible pour qu'il y ait des représentants à la fois des CRMR, des CRC, représentants des laboratoires de biologie moléculaire, représentants recherche, et puis aussi les liens très forts avec le milieu associatif, et en particulier avec l'association RSLA. En dehors du comité de gouvernance, il y a un conseil scientifique qui est coordonné par Philippe Corsia, avec là aussi des représentants des équipes de recherche. Il y a des représentants également des centres cliniques, et là il y a 2 représentants qui sont Gwendal et Pierre-François. Et puis là aussi le lien fort avec l'association. Alors vous avez entendu parler du consortium ACT4ALS, qui est coordonné par le professeur Gaël Brunto de la Salpêtrière. Et on essaye de soutenir Gaël dans cette tâche qui est importante, avec des co-coordonnateurs. Et il y a 2 chefs de projet qui travaillent aux côtés des coordonnateurs. C'est Amandine Bordet et Alizé Chalençon, et que vous avez dû rencontrer. Alors, c'est quoi l'écosystème FILSLAN? Vous savez, Vincent Vauchel vous l'a présenté. C'est depuis les relabellisations des centres, c'est 9 centres constitutifs, un centre coordonnateur qui est à Tours et 12 CRC. Donc, ce qui nous fait 22 centres, et qu'on regarde la carte, on peut penser que le maillage sur le territoire est globalement assez satisfaisant, peut-être en dehors du nord-est, entre Nancy et Lille, il y a probablement un manque à ce niveau-là. Évidemment, ces centres travaillent pas tout seuls. Il y a des réseaux de soins dédiés en PACA et en Île-de-France. Et il y a 2 réseaux labellisés neurologie qui ont une grosse activité sur la prise en charge des malades atteints de maladies du motoneurone. Et puis, on ne travaille pas seul. Il y a évidemment le milieu associatif, et ça, je le répète, qui est très présent dans nos liens. Et puis, il y a les laboratoires de recherche. Il y a 30 laboratoires qui sont identifiés comme travaillant sur les maladies du neurone moteur en France. Il y a 4 laboratoires de diagnostic moléculaire. Alors, hier en génétique, on vous en a présenté 3, mais il n'y a pas que la SLA comme maladie du neurone moteur. Il ne faudrait pas réduire notre filière qu'à la SLA, même si ça reste évidemment une pathologie évidemment qui est la plus prévalente. Et puis on a des partenaires institutionnels, on a la base nationale des maladies rares, et on a
des liens très étroits. Il y a des réunions qui sont organisées à ce niveau-là. Il y a Orphanet, il y a l'Alliance Maladies Rares, et puis on est en lien évidemment avec le ministère de la Santé et de la Recherche. Il y a 2 structures de répit qui sont identifiées dans l'écosystème de la filière, et probablement que c'est quelque chose qui est peut-être une partie du chaînon manquant dans l'organisation de la prise en charge. Bon, Vincent vous a dit que on espère que le PNMR4 va sortir et être réellement validé en septembre 2024, puisque dans le programme, il nous demande de rendre la copie en fin d'année 2024, c'est-à-dire le 15 décembre. Et évidemment, on peut remplir le dossier pour relabelliser la filière qu'une fois qu'on aura évidemment tous les items. Alors l'action de la filière, mais des filières en général, s'articule de manière un peu schématique, bien que ça soit plus compliqué que ça, sur 4 grands axes. L'axe 1, c'est l'amélioration de la prise en charge. L'axe 2, c'est la coordination de la recherche. L'axe 3, c'est le développement, l'enseignement, la formation et de l'information. Et l'axe 4, c'est les liens avec le niveau européen et international. Alors, dans l'axe 1, dans l'évaluation des prises en charge, Patrick Vourch vous a présenté aujourd'hui le consensus national pour que le diagnostic génétique soit réalisé systématiquement pour tous les patients et qui comprendra donc l'étude du gène C9 plus le panel en NGS avec un panel d'environ une trentaine de gènes. Évidemment, cela modifie les pratiques actuelles en sachant que c'était un peu hétérogène. Il y avait des gens qui faisaient simplement C9 et SOD1. Il y a d'autres gens qui faisaient un mini panel avec les 4 gènes les plus fréquents, etc. Donc là, je pense qu'on va avoir une uniformité au niveau national, mais évidemment, la charge de travail est plus importante et la filière s'est engagée à soutenir sur le plan financier les 3 laboratoires de biologie moléculaire, en particulier pour les analyses, et en fonction des besoins, on peut financer, en tous les cas amorcer le recrutement pour des bioinformaticiens, voire selon les volontés des coordonnateurs des labos, des gens qui travaillent sur les analyses, enfin sur l'analyse génétique elle-même. D'autre part, le groupe des laboratoires de biologie moléculaire est très proactif puisqu'ils se sont engagés et vous savez que dans la base maladies rares, il y a une partie qu'on appelle le SDM génomique, qui est le set de données minimales génomiques, et les responsables des labos se sont engagés à saisir ces données parce que c'est des données un peu complexes, en particulier le variant nucléotidique, le variant protéique, et il y a des nomenclatures qui doivent être suivies, qui doivent être homogènes. De manière parallèle, pour toutes les filières, il a été décidé de créer un registre des patients qui étaient en impasse diagnostique, voire en errance diagnostique. Alors c'est vrai que c'est appliqué pour toutes les filières. Pour nous, ça paraissait un peu moins prégnant comme thématique. Néanmoins, on sait que il y a un certain nombre de patients pour lesquels on a un doute sur le plan du diagnostic. On ne peut pas affirmer qu'ils ont une SLA, ils ont une pathologie motrice qui est évolutive, mais qui est atypique par rapport aux formes classiques et pour lesquelles on doit avoir des éléments de suivi. Et du coup, la filière s'est engagée
dans la création de ce qu'on appelle un recueil complémentaire de la base. Et puis, toujours dans la génétique, dans le plan France Médecine Génomique, la SLA a été retenue comme une pré-indication et Claude, à l'époque, s'était un peu battu puisque beaucoup de généticiens considéraient que la SLA n'était pas une maladie proprement génétique, mais on a quand même réussi à faire admettre la SLA dans l'indication et on a créé des critères qui nous permettent de pouvoir soumettre sur les plateformes du PFMG un certain nombre de demandes pour une étude du génome. Alors, dans l'ETP, c'est un peu la bouteille à l'encre et on a l'impression que c'est un peu compliqué. Ce qui est clair, c'est que en 2019, il y a 2 programmes qui ont été financés et déposés à l'ARS en 2021. C'est le programme de Nathalie Guy qui était destiné aux patients avec insuffisance respiratoire. Et puis le programme de Gaël Brunto et de François Salacas sur un programme d'éducation à la nutrition par gastrostomie. En 2020, probablement dans un souci un peu de modernité, on s'est dit ça serait bien d'avoir des programmes IETP. D'abord parce que tous les gens qui font l'éducation thérapeutique se rendent compte que c'est très consommateur de temps, que la maladie est évolutive et que les dotations en personnel qui sont accessibles pour organiser ces ETP ne sont pas extensibles. Donc il y a 3 programmes qui ont été financés par la DGOS et je pense qu'on aura un retour de l'atelier sur l'éducation thérapeutique. L'idée étant de pouvoir définir un programme national un peu à la carte et dans lequel on pourrait piocher des éléments qui pourraient servir à certains moments à un patient ou à des groupes de patients. Mais il semble illusoire de faire un programme complet de A à Z et on verra le retour de l'atelier. En ce qui concerne les protocoles nationaux de soins, celui de la SLA commence à dater, il est de 2015. Alors il y a des modifications, bon, on ne va pas réinventer, il y a quand même un corps qui tient encore, mais il faut absolument le réactualiser et probablement le réactualiser de manière complète. Sur la maladie de Kennedy, c'était Pierre-François qui coordonnait, ça a été publié en 2017. La génétique de la SLA, c'est Tours en 2021. Le syndrome post-polio, c'est en 2022, c'est l'équipe de Marseille et Annie Verschuren qui coordonnait. Et puis on a 3 PNDS à venir, la sclérose latérale primitive, les présymptomatiques et puis la mise à jour du PNDS SLA. Alors vous savez que les PNDS sont accessibles sur le site du portail Adintégrum et que par contre si vous souhaitez accéder à tous les PNDS, il faut aller sur le site de la HAS. Alors, en ce qui concerne, on revient du coup sur la proposition de la filière pour définir un certain nombre de critères qui permettent d'affirmer avec plus ou moins de certitude le diagnostic de SLA, en sachant qu'au 1er novembre 2023, il y a 12 538 cas de SLA qui sont identifiés dans la BNDMR et 277 cas de maladie de Kennedy. Donc la filière a décidé de créer un recueil complémentaire de données
qui permettrait d'harmoniser les pratiques et d'avoir une photographie, tout du moins au diagnostic, de tous les patients qui sont vus pour la première fois en centre de référence ou en centre de ressources et de compétences, en sachant qu'il y a la possibilité de faire valider, si besoin, dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, ces dossiers. Et on organise des RCP cliniques, et l'idée, c'est de pouvoir alimenter ce registre national. Alors, qui dit base de données dit qu'il faut, comme dans les essais thérapeutiques, il faut nettoyer la base, c'est absolument nécessaire, ce d'autant que si la qualité des données n'est pas nettoyée, ça veut dire qu'on garde des données erronées. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'items qui sont représentés par les différentes couleurs sur ce cercle. Et le premier envoi a été fait par la BNDMR en avril 2024, portant sur les diagnostics. Et bon, c'est plutôt assez satisfaisant. On avait pour toute la filière que 83 queries, en sachant que, évidemment, les incohérences vont suivre sur le reste du cercle. Et vous voyez, il y a la prise en charge, les données administratives et l'activité. Au 5 juin, seuls 6 centres avaient encore des incohérences à vérifier. Et je tiens vraiment tous à vous remercier pour contribuer à l'amélioration de la qualité des données. Alors, comment ça se présente, ce recueil complémentaire? Vous voyez à gauche... Ouais, non, vraiment, ça ne marche pas, la petite main. Vous voyez, SDM, c'est le set de données minimales. Et puis, à côté, il y a un petit onglet où il y a marqué SLA. Donc, pour pouvoir accéder au recueil complémentaire, il faut cliquer sur l'onglet SLA et il y a un certain nombre d'items qui sont colligés pour tous les patients incidents vus pour la première fois dans le bilan initial, l'examen clinique, les arguments qui permettent d'affirmer que le patient a une atteinte du neurone moteur central et périphérique, etc. On a fait un algorithme qui permet normalement à la fin, sans que vous n'ayez rien à faire, d'avoir une classification. Alors, classification par rapport au degré de certitude de la maladie et classification selon le staging du Kins, c'est-à-dire sur l'étendue des lésions anatomiques. Et on a défini des critères opérationnels qui nous permettent de retenir le diagnostic, une impasse ou une errance diagnostique. Et du coup, si on est en impasse ou en errance, le diagnostic de SLA ne doit pas apparaître dans le SDM. Et ça, c'est un élément absolument à redire aux gens qui rentrent les données. Et l'impasse est définie comme étant une ESLA cliniquement possible, c'est-à-dire avec une atteinte d'un seul territoire, mais ne répondant pas aux critères Gold Coast. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une atteinte au moins de 2 régions, et ce pendant plus de 3 ans. Donc tant qu'on n'a pas le patient, il est SLA cliniquement possible, sans critères Gold Coast, vous êtes à 2 ans, vous êtes encore en cours. Et après les 3 ans, s'il reste encore pareil, là, vous pouvez dire que c'est un patient qui est classé en impasse diagnostique. Alors là aussi, on se rend compte qu'il y a un besoin d'aide pour aider à la saisie. Et il a été décidé que tous les centres rentreraient tous leurs cas incidents au moins une fois, pour qu'on ait une photographie de tous les patients qui sont vus
dans les centres SLA. Et puis, il y a un certain nombre de centres, il y a 15 centres sur 22 qui veulent et souhaitent faire une saisie exhaustive dans le but que la base, en fin de compte, Bambara, devienne, en fin de compte, la base de collection des données cliniques, en sachant que, évidemment, ça ne représente pas toute la file active, puisqu'on a fait une estimation avec Julie, c'est 3750 patients sur les 5560. Alors, pour accompagner le besoin de temps de saisie, il y a des financements de la DGOS. Donc, tous les ans, on reçoit une enveloppe qui est de 105 000 € pour l'impasse et l'errance diagnostique, qui est réparti, le montant est réparti en fonction de la file active. Et je vous demande de bien vérifier que l'argent qui est redonné par la filière à vos structures hospitalières vous soit fléché avec marqué registre errance et impasse diagnostique et aide à la saisie. Et en 2024, on a une autre somme qui est de 120 000 € supplémentaires qui sera répartie entre les centres pour la saisie exhaustive, là aussi répartie en fonction de la file active. Alors, Julie a envoyé des fiches sources pour faciliter la saisie. Bon, on sait qu'il faudra probablement réitérer et probablement organiser des petites sessions de formation pour que tout le monde cote de la bonne manière la base. Alors le SDM génomique, vous voyez qu'il apparaît à côté du SDM et quand on rentre dans le SDM génomique, il y a un certain nombre de données à alimenter et à rentrer. Il y a évidemment le nom du gène, mais avec la nomenclature. Donc il faut l'écrire correctement et du coup il faut suivre la nomenclature. Et puis il y a un certain nombre d'items pour lesquels les cliniciens peuvent être en difficulté. C'est quoi le génome de référence? C'est quoi la position génomique? Comment on le rentre? Quelle est la variation nucléotidique qui a été retrouvée dans la mutation considérée comme pathogène? La classe de la variation, les séquences, les variations protéiques, etc. Alors, dans le recueil complémentaire, on avait décidé quand même de rentrer un peu de génétique, puisque si un patient, quel que soit son phénotype, a une mutation considérée comme pathogène, il est génétiquement certain. Donc il rentre dans la classification et du coup, on a pris la décision de reprendre quelques items sur la génétique et évidemment, il faudra qu'il y ait une correspondance entre le SDM génomique qui sera rempli par les laboratoires de biologie moléculaire et cette partie du RC. Alors, on a décidé de rajouter le gène ataxine, bien que ça ne soit pas un gène causal, mais plutôt un facteur de risque de la pathologie. Alors, qui va faire quoi? Les laboratoires de biologie moléculaire vont remplir le SDM génomique. Pour les centres, eh bien, ça va dépendre de l'organisation qui est choisie. Et les recommandations, c'est que s'il n'y a pas d'aide ou que vous déléguez la tâche à quelqu'un d'autre, il faudra lui dire dans cette partie du recueil complémentaire, référez-vous au SDM génomique et recopiez les items. En ce qui concerne le SDM traitement,
il n'est pas présent par défaut dans Bamara, mais dans le cadre d'un projet de collaboration avec la filière concernée. C'est-à-dire que si on n'a pas de molécules innovantes, et vous voyez que Brain Team a développé d'une part un accès précoce pour l'omaveloxolone dans l'ataxie de Friedreich. Donc le laboratoire va déposer, enfin Biogen va déposer son dossier à la HAS fin juin, et s'il y a autorisation, le premier recueil de données est attendu pour fin septembre. Et vous savez que dans les accès dérogatoires, actuellement on l'a vécu avec l'AMX 0035, enfin le Relivrio, on devait alimenter une base indépendante. Et là, l'idée, c'est que le PUT soit complètement inclus dans Bamara et on rentre qu'une seule fois les données. Et les données sont transmises à la fois à la HAS et sont colligées dans la BNDMR. Alors en ce qui concerne les RCP, c'est actif puisque dans les RCP nationales, il y a plus de 60 participants différents en 2023. Au jour d'aujourd'hui, on avait pris la décision et on a un peu modifié notre position, distinguer les RCP moléculaires des RCP cliniques. En fin de compte, on se rend compte que probablement dans un souci de performance, il était mieux de les regrouper et du coup on les appelle RCP cliniques et moléculaires depuis 2024. Pour les RCP moléculaires, il y a eu 7 réunions en 2023 et il y a eu 76 dossiers pour prescription de tofersen qui ont été présentés. Pour les RCP cliniques, vous voyez, c'est plus à la marge puisqu'il n'y a eu que 2 RCP en 2023. Et puis à côté, et là on ne les mélange pas du tout, il y a les RCP du plan France Médecine Génomique, c'est-à-dire que vous avez des cas de SLA qui répondent aux critères potentiels de soumission de l'étude du génome et vous soumettez à la RCP votre cas qui est validé par les cliniciens et les généticiens qui sont présents. Alors toutes les RCP qu'on organise, on utilise une plateforme qui est sécurisée, qu'on appelle ROFIM, et il y a un certain nombre de centres qui ont pris la décision d'organiser leur RCP local, et il y en a 14 qui ont eu lieu en 2023. Valorisez vos RCP locales. Pour l'instant, quand on remplit Pyramide, c'est déclaratif. On vous dit est-ce que vous organisez des RCP locales, mais comme dans tout, il y a des procédures et normalement, il doit y avoir pour chaque RCP un compte-rendu de RCP qui est colligé dans le dossier informatisé du patient et qui est normalement adressé à tous les professionnels de santé puisqu'on a posé une question au cours de la RCP pour un patient donné. Il y a également un souci peut-être d'améliorer la visibilité, et ça c'est des questionnements, d'une part des professionnels de santé qui peuvent être, entre guillemets, c'est pas péjoratif, avoir l'impression d'être exclus des essais thérapeutiques et qui ont des questionnements des patients et du coup ils ont envie de savoir quels essais thérapeutiques ont lieu actuellement, est-ce que le recrutement est encore possible, etc. Et puis d'autre part, il y a des questionnements des patients qui ont envie de savoir indépendamment du centre quels essais thérapeutiques sont actuellement en cours. Et du coup, il y a un gros travail qui a été fait et qui est coordonné entre alors je ne sais pas si on appelle ça une biotech, enfin je ne sais pas, peut-être Yale, enfin je ne sais pas, qu'on appelle Klein Research,
Évidemment, l'association qui a été très motrice dans ce travail, et puis le consortium Act for ALS est évidemment à côté de la filière. En sachant qu'on mettra un certain nombre d'informations accessibles pour les professionnels sur les critères d'inclusion, etc. Et les données, en tous les cas, doivent être référencées dans clinicaltrials.gouv. En ce qui concerne les actions de la filière, on a pris la décision l'année dernière de financer des projets collaboratifs qui impliquent au moins 2 centres ou partenaires de la filière. Et notre idée était plutôt assez simple, c'était d'aider par exemple le centre qui coordonne un PNDS ou un programme de TP, ou bien de la recherche clinique, ça peut être médical, paramédical, médico-social, de l'enseignement, etc. On a eu 3 projets lauréats, on a eu 4 soumissions. Il faudra qu'on en reparle parce qu'on a un projet également de Montpellier qui est très intéressant, mais où il nous manquait des données, et je pense qu'il faudra le retravailler avec Act for ALS pour le représenter un peu différemment avec un projet préliminaire et après une ouverture sur potentiellement d'autres centres. Donc là, il y a un projet d'intégration d'une imprimante 3D dans l'accompagnement en ergothérapie des patients atteints de SLA, c'est Tiffaine Barbet de Caen. D'Angers, pardon. Ah, oula. Ouais, merde. En fin de compte, il ne faut jamais dire les villes. ALS Gut, vous savez, c'est le grand projet sur l'étude du microbiote. Et vous savez que l'INRAE met en place une grande cohorte sur plus de 100 000 patients, enfin 100 000 sujets en France, et ils permettent à un certain nombre de cohortes de patients avec des pathologies différentes d'être étudiés. Et manifestement, il y avait un besoin financier pour qu'on puisse finaliser ce projet qui va intéresser tout le monde, puisque ce sont les patients qui vont s'autodéterminer pour savoir s'ils souhaitent avoir une analyse de leur microbiote. Et puis, il y a un dernier projet qui est d'Andrea Eraso, dans l'idée de pouvoir colliger et d'avoir une banque d'ADN sur des patients qui ont une origine différente, avec une mixité ethnique très différente de la population européenne. Et l'idée, c'est de colliger tous les cas de SLA, enfin le maximum de cas de SLA en Équateur, en Uruguay et en Argentine. Et on n'a pas choisi complètement au hasard ces pays, puisqu'ils ont des origines ancestrales un peu différentes. Favoriser la recherche, évidemment les bases. Bon, il y a le registre Fralim, mais il a quand même la chance d'exister, mais ça porte sur une petite population, puisque c'est la population du Limousin. On aura quand même à disposition la base de données Genials, comme on a la base de données Pulse. Et puis, à terme, il y aura aussi accessible pour la recherche clinique, mais aussi pour la recherche fondamentale, la base de données du projet ANR. Et puis, il y a eu un protocole qui était sur les formes frontières et de l'intérêt du dosage des neurofilaments. On a vu que ça a été présenté pour différencier les neuropathies motrices à bloc. Et bien là, on aura également des données du ICRF et puis potentiellement aussi les données du PUT Tofersen. Dans la mise à disposition d'échantillons biologiques, vous savez, tout le monde s'interroge, est-ce qu'il faut qu'on ait une banque de données ?
Le travail avec Neuroceb pour avoir du matériel neuropathologique et donc des cerveaux et des moelles est relativement actif, et il faudrait peut-être que je refasse le point avec Daniel pour savoir combien il y en a, mais il y a un certain nombre de patients qui acceptent d'avoir une autopsie à viser de favoriser la recherche et font le don de leur cerveau et de leur moelle. Il y a évidemment l'accès pour les chercheurs à la base biologique Pulse, en sachant que sur le plan méthodologique, ils doivent envoyer un synopsis pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils voudraient avoir accès à cette base. Et puis, à terme, le projet ANR-FGCall sera colligé dans un grand entrepôt de données qu'on appelle France Cohort. Et l'idée, c'est que ça soit accessible à la recherche française, mais également européenne. Alors, le réseau Act4ALS, on ne va pas tout développer, Gaël en parlerait beaucoup mieux que moi. L'idée, c'est de favoriser l'accès aux essais thérapeutiques pour les patients français. Il y a eu un label FCRIN qui a été renouvelé, probablement un peu déçu parce que évidemment il y a des petits manquements et il va falloir qu'on réponde évidemment à ces questions, mais on les accepte. Et l'idée, c'est que ce consortium, ça ne soit pas simplement une caisse d'enregistrement des essais thérapeutiques industriels, mais c'est aussi une aide méthodologique. Et on a bien vu que dans un certain nombre de projets, le consortium a aidé. C'est qu'à terme, ça devienne la porte d'entrée unique pour les industriels dans les essais thérapeutiques et qu'on n'ait pas tous à recalculer les surcoûts avec des différences et que du coup, on réduise les temps un peu, enfin, qu'on va dire administratifs. Et puis, c'est aussi à terme les liens avec l'Europe, que le consortium soit plus visible au sein européen comme étant un partenaire complet. Et évidemment, c'est les liens avec le consortium européen TRICALS. Bon, ils ont un site internet, ils communiquent, enfin tout ça se met en place. Et du coup, je pense que ça va améliorer la lisibilité. Alors, dans les projets, je vous en présente 4. Il y a le projet génial, ce qui était étudier la fréquence des mutations SOD1 et C9ORL72. Il va y avoir une publication en 2024. Alors, je crois que les mutations SOD1, c'est 1,6% et C9, 7,6%. 76, ouais, 7,6%. Ce qui permet de remettre un peu, et là, quelle que soit la présentation, que les patients soient sporadiques ou familiaux. Le projet FGCall se met en place, donc j'espère que les accords de consortium vont être signés, mais de toute façon, il le faut parce que l'ANR nous met un deadline au 30 juillet, sinon ils nous retirent le fric. Enfin bon, c'est ce qu'ils nous disent. On a ouvert le centre de Limoges, on va ouvrir le centre de Paris très rapidement et on va ouvrir les autres centres pour que ça débute tranquillement après l'été, enfin en tous les cas dans la deuxième partie de l'année. Le projet neurofilament, il y a 100 patients qui ont été inclus en 2023 et les analyses sont en cours. C'est, je crois, Maria Delmar Amador qui coordonne ce projet. Et puis, je vous en parlais, ALS Gut, qui est rattaché au projet French Gut. Et l'idée, c'est de pouvoir, on fait avec les finances qu'on a, mais ça serait étudier 300 patients atteints de SLA avec 900 sujets contrôle. Favoriser la recherche, c'est aussi communiquer. Et vous savez qu'on organise tous les ans des journées de recherche sur 2 jours qui ont lieu à l'ICM. Et les prochaines journées de recherche auront lieu le 9 et le 10 octobre 2024. Toujours au même endroit, qui est parfait.
Pour favoriser l'information et développer la formation, il y a l'idée, alors moi je suis assez nul sur ça, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait un site internet, et puis on se rend compte que quand on a un site internet, on n'est quand même pas complètement up-to-date, donc il faut être sur des réseaux comme LinkedIn, essayer d'avoir accès à des replays sur YouTube. Colline va chanter. Non. Elle va représenter les replays des journées de recherche des JNA. Et puis, elle vous a, je crois, filmé et avec des petites interviews lors du congrès de l'ENCALS à Stockholm. Les JNA, vous voyez que Rennes vraiment fait fort, puisqu'on était 210 participants à Limoges. Il y a 310 inscrits. Alors on vous dira exactement, parce qu'il y a toujours des inscrits qui ne viennent pas, mais enfin, à mon avis, on sera plus de 300. La filière soutient également des appels à projets avec des financements de 4e année de thèse. Donc en 2023, on a financé 3 années de thèse et Anne Fénois en faisait partie. Et là, en 2024, il y a également 3 nouveaux projets. Et puis, il y a des sessions de formation des professionnels, et je vais y revenir. Et puis, il y a une newsletter. Moi, je vous reconseille, c'est quand même de la parcourir, de la lire, en sachant qu'on essaye d'être le plus exhaustif possible et d'étendre à d'autres thèmes, pas que sur la SLA. Si vous avez également des informations importantes, vous pouvez nous les faire remonter, et on peut faire des flash infos quand il y a une actualité un peu plus brûlante. Dans les formations des professionnels, le laboratoire EFIC nous soutient depuis plusieurs années. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs formations. Marjolaine Georges avait organisé en octobre 2023 une formation sur la VNI, une aide mécanique à l'atout. Il y a eu en novembre la réunion nationale des ergots. Les responsables de centre se sont réunis en présentiel le 10 novembre et en janvier 2024 en visio. Et puis les orthophonistes ont été très actifs dans l'idée de finaliser leur ouvrage le 23 et 24 novembre, puis le 3 et le 4 avril. Et les infirmières se sont réunies le 5 avril 2024. Alors il y a également il y a la mise à jour, et probablement que Claude peut-être en dira un mot, sur la mise à jour du e-learning, qui avait été accessible sur le site de la filière, mais il y a une mise à jour plus moderne, etc., avec des interviews, et il y a un certain nombre de modules qui ont été enregistrés. Je ne sais pas s'il en reste encore un ou deux, je ne sais pas. Sur les DU, donc on a pris la décision, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, de créer un DU qui soit accessible à tous les professionnels de santé, du médico-social, pour avoir une formation académique et pratique sur toutes les pathologies du neurone moteur. Donc tous les centres de la filière sont impliqués, les réseaux, l'association sont représentés dans l'enseignement, en sachant qu'il y aura un enseignement socle, qui est, on va dire, la base de ce qu'il faut savoir, et puis il y aura un enseignement approfondissement qui peut être l'occasion de présenter de manière un peu plus approfondie un certain nombre de thèmes, et par exemple les gens qui font la génétique peuvent repartir de l'ADN, l'ARN, enfin refaire quelques notions de base pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire le génome, l'exome, etc. La formation, elle est qu'en distanciel sur une plateforme qui s'appelle Moodle. Il y aura une réunion en début et en fin de module. Et on a pris la décision, alors peut-être que vous nous direz si ça convient, mais que les enseignements sont accessibles sur la plateforme pendant une durée d'1 mois.
Et du coup, on va suivre une espèce de logique dans la chronologie des enseignements. Il y aura une évaluation en fin de module. On souhaiterait que les professionnels qui s'inscrivent soient en stage, alors soit dans un centre, soit dans un réseau, etc. Enfin, ça peut être aussi un réseau informel, avec une problématique qu'ils détermineront par eux-mêmes, mais aussi avec les responsables. Et on souhaiterait que l'année prochaine, il y ait des communications affichées sur leur travail. Alors bon, ça c'est l'université de Tours qui presse un peu tout le monde comme s'il y avait le feu au lac, et ils ont mis le deadline au 5 juillet. Ce que je peux vous dire, c'est que inscrivez-vous. Ce qui nous a été dit de manière officieuse, c'est vous vous inscrivez, même si vous n'avez pas rempli votre dossier, c'est pas grave, mais vous avez jusqu'au 5 juillet pour dire, moi, ça m'intéresserait d'être inscrit à ce DU. Dans les formations, donc les 4e années, Sybille de Berthier, réponse au stress cellulaire et dégénérescence motoneuronale de l'ICM, Alper R, qui est l'évaluation des dysfonctionnements corticaux dans la SLA à partir du couplage interfréquentiel en EEG, c'est Sorbonne Université. Et puis Marina Hernan-Godoy, Contribution of One Carbon Metabolism to Neurodevelopmental and Neurodegeneration in ALS, qui est de Strasbourg. Donc 3 4e années de thèse qui sont financées. Et puis, voilà, moi, je tiens à les féliciter parce qu'elles ont tenu le cap, et elles ont, depuis 2019, alors ça fait 5 ans, mais elles ont décidé de créer un ouvrage qui est destiné aux orthophonistes en libéral. Et du coup, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité des pratiques et par voie de conséquence, évidemment, la qualité de vie. Voilà, c'est leur ouvrage. Bon, on les félicite. C'est prévu une sortie en octobre 2024. Dans les volets internationaux, je vais finir. Bon, la révision de la nomenclature, on avait une discussion à l'ENCALS 2019. Force est de constater que ça n'a pas beaucoup bougé. Alors maintenant, au sein des ERN, il va y avoir quand même des travaux qui vont être faits au sein du sous-groupe motoneurones de l'ERN pour modifier probablement un certain nombre de codes orphelins. Les liens avec les consortiums européens, alors c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'il y a des réplications. Il y a l'ENCALS qui est un peu la représentation de tous les centres et des cliniciens, et puis il y a TRICALS qui est vraiment très dédié à la thérapeutique. Il y a MIND qui est un projet international sur la génétique auquel on participe aussi. Et puis il y a Eurals qui est en fin de compte le consortium La Recherche en épidémio. En ce qui concerne les ERN, c'est ce que je disais hier à la réunion des centres, il y a 6 HCP nationaux qui sont validés et labellisés au sein de l'ERN Euro-NMD. Il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours. Il y a une réflexion sur les registres, et je sais que Gaëlle Brunto est inscrite justement pour travailler sur l'interopérabilité entre Bamara et les registres européens. Et puis, il y a les CPMS qui sont la présentation de cas cliniques complexes. Et puis, dans les recommandations, Marie-Hélène en a parlé. Bon, c'est toujours, ça a duré pendant 4 ans, on s'est réunis, enfin François peut le dire, des dizaines de fois en Zoom, machin, enfin bon, c'est toujours hyper long, et quand on a fini, en fin de compte, on a des recommandations qui sont le plus petit dénominateur commun, puisqu'on est toujours basé sur le Based Evidence Medicine. Donc, bon, ça a au moins l'intérêt d'être présent, et on peut se référer quand même sur ces recommandations. Et puis, bon, maintenant, ça commence à dater, c'est 2020, qui était le PNDS
pour la maladie de Kennedy, et il y avait eu une publication faite par Pierre François sur les recommandations pour le diagnostic et la prise en charge dans l'Orphanet Journal of Rare Diseases. Les congrès, le bilan, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de congrès où la filière a été présente, évidemment les journées recherche. L'ALS-MND à Bâle en Suisse en décembre. Il y a eu un stand interfilière aux journées rares en 2023, les JNLF, avec un stand interfilière neurologie, en sachant qu'il y a 3 filières pour la neurologie, 4 même, je crois. Non, ouais, 4 en tout. Il y a Philnemus, il y a Déficience, il y a Brain Team et puis nous. Julie était allée avec Colline au stand interfilière pour le congrès de l'Association des neurologues libéraux de langue française. Au ministère de la Santé, l'association RSLA avait organisé en avril 2024 Relevons les défis, la filière était présente. Il y a eu le colloque David Sagnier qui a eu lieu en novembre 2023 ou 23 ou 25? Bon, 25, bon, ouais, non, c'est bon. Et puis le congrès de Stockholm, l'ENCAL, ce qui va venir, c'est la LS-MND à Montréal en décembre, les JNLF à Clermont-Ferrand en avril. Au congrès de la NLF, il y aura toujours un stand interfilière. Turin, c'est l'année prochaine, c'est l'ENCAL, c'est du 3 au 6 juin. Et on essaiera que ça soit un peu dissocié des JNA. Et puis, il y a les rencontres des maladies rares, le 7 et 8 octobre, qui va réunir les filières et les plateformes. Les JNA 2025, c'est Paris. Bon, il reste à nous à déterminer et les dates et le lieu, mais on y travaille. Gaël et François ne dorment plus depuis quelques jours. Bon, on va essayer de trouver quelque chose qui soit sympa. Moi, j'aimerais bien manger sur des péniches, mais je ne sais pas si c'est faisable. Bon, voilà.